On va Ouais, démarrer l'enregistrement. Normalement, ça enregistre là. Vous avez ouais, peut-être un c'est petit bon. message. C'est bon. Ouais. Et du coup, Bonsoir on va Safran récupérer Supélec. ça. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Brie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre demande d'interview dans le cadre de notre filière innovation et entrepreneuriat. Donc, rapidement, vous pouvez vous présenter, votre parcours et votre poste actuel chez Orange. Nicolas Brie, actuellement chez Orange, j'aide les 20 managers innovation qu'a Orange en Afrique, puisque Orange opère dans 20 pays en Afrique, un manager innovation par pays. Je les aide à développer des projets d'innovation localement, c'est-à-dire des projets d'innovation qui sont très proches de leurs utilisateurs africains et qui permettent de créer de la valeur pour eux et puis de se différencier sur le marché local. C'est ce qu'on appelle l'innovation locale. Donc, je suis booster innovation sur Orange Afrique pour ce type de projet. Auparavant, on va peut-être pas passer 1 heure sur mon parcours, mais deux grandes étapes. En fait, j'ai fait pas mal de développement de produits nouveaux chez SFR et chez Club Internet. Donc, c'est mettre des produits nouveaux sur le marché qui sont généralement apportés par des fournisseurs. Et j'avais rejoint SFR au moment de l'ouverture des marchés télécoms. C'était au moment de la naissance du mobile et de la naissance d'Internet. Donc, c'était intéressant de rejoindre une grosse start-up pour SFR. C'est toujours quelque chose qui m'a animé de rejoindre des organisations créatrices. Voilà, donc c'est la première grande étape. Et la deuxième grande étape, c'est ensuite d'avoir rejoint le lab exploratoire d'innovation d'Orange, Orange Valley, pour là faire une évolution de métier par rapport au développement de produits nouveaux qui s'appelle l'innovation, où là, on part de la feuille blanche pour élaborer un produit-service et on voit si des partenaires, des startups, etc., peuvent nous aider à le réaliser. Voilà, ce qui est un peu différent par rapport à lancer un produit déjà fabriqué par quelqu'un d'autre. Et chez Orange, je suis chez Orange depuis plus d'une dizaine d'années. Et après le lab Orange Valley, j'ai créé et dirigé le programme Intrapreneur et puis mené différents programmes d'open innovation, donc pour faire participer soit les salariés d'Orange, soit des startups, soit les internautes à l'innovation chez Orange. Ok, super. Et moi, j'aurais une question un peu élémentaire. Justement, comment est-ce que ça se passe l'innovation chez Orange? Comment est-ce que vous boostez ça? Est-ce qu'il y a un département qui va être dédié à l'innovation? Ou est-ce que l'innovation peut venir d'à peu près n'importe quel salarié, n'importe quelle équipe? Comment ça se passe? Alors, j'ai oublié de dire que je n'avais pas fait d'école d'innovation, parce que j'ai fait Supélec il y a longtemps et ensuite HEC. Mais au sein d'HEC, j'ai fait quand même ma thèse professionnelle sur la création de centres ou d'innovation lab, donc comment accélérer l'innovation dans les entreprises, ce qui rejoint un peu ta question. Alors, si on prend un peu de recul, il y a différentes formes d'incubation de l'innovation dans les entreprises. Il y a des entreprises qui mettent en place des labs innovation dédiés et qui vont aller chercher de l'innovation radicale ou typiquement sur des nouveaux marchés avec des nouvelles technologies. Donc, c'est ce que fait par exemple Google avec son lab Google X, ou c'est ce qu'a fait l'Air Liquide avec le iLab, ou c'est ce que fait Pernod Ricard avec son lab innovation qui s'appelle Big. Donc là, tu imagines la petite entité dédiée d'experts innovation qui agissent un peu en secret sur des choses très exploratoires. C'était l'idée d'Orange Valley chez Orange. Le deuxième type de programme innovation, c'est ceux qui se disent l'innovation, on va la faire avec d'autres qui sont par nature très innovants comme les startups. Donc, c'est des programmes de collaboration avec les startups. Donc des accélérateurs corporate, on appelle ça, pour employer le jargon. Et pendant 3-4 mois, on va travailler avec des startups sélectionnées pour mener un pilote
qui va déboucher sur une co-création, en fait. Donc, ces programmes d'accélération corporate, tu les retrouves dans maintenant beaucoup d'entreprises qui font des appels à start-up pour coopération. C'est une forme d'open innovation. Le troisième type de lab, c'est des gens qui se disent le digital est arrivé, ça doit permettre des opportunités de business sur nos business existants. Donc, c'est ce qu'on appelle des labs de digitalisation. Alors là, tu as la Thales Factory qui a été créée il y a quelques années, qui accélère des projets Thales pour leur donner, pour les plateformiser en fait, pour leur donner une dimension digitale. Et puis qui vient d'ouvrir, il y a la Total Factory aussi, qui s'appelle comme ça, Total Digital Factory, dans la même logique. Total est autour des énergies, du pétrole. Qu'est-ce que le digital peut apporter à ça et comment on peut accélérer les projets autour de cette factory. Et puis, tu as le quatrième type de programme, d'approche, qui dit l'innovation, c'est un peu l'affaire de tous. Donc, on va diffuser une culture d'innovation au sein de l'entreprise. Et là, ça touche à des programmes d'appel à idées des salariés ou d'intrapreneuriat. Donc, lorsque l'idée des salariés sont sélectionnées, leur donner un peu les clés pour commencer à développer le projet. Donc, tu trouves ça dans des entreprises comme Michelin, comme Air France. Les programmes d'intrapreneuriat se sont largement répandus. Il y en a certainement entre 50 et 100 en France actuellement. Voilà. Et puis, bien sûr, comme toute typologie, il y a des acteurs qui s'inscrivent dans les 4 cases, ou quasiment. Donc, les labs les plus récents, comme par exemple le lab qu'a créé Vinci, qui s'appelle, je te le donne en mille, Léonard, donc Léonard de Vinci, est un lab qui a commencé par être ouvert aux salariés pour faire de l'intrapreneuriat. Puis, ils ont ajouté un programme, ou en même temps, ils ont ajouté un programme plus prospectif. Donc, on pourrait rapprocher ça des labs d'innovation de rupture pour regarder des grandes tendances de demain. Ils ont également un programme qui consiste à mener des projets inter-BU, inter-business unit de Vinci, donc avec ce qui repose sur du digital, donc rapprocher ça de la factory digitale. Et puis quatrièmement, là, ils viennent d'ouvrir des programmes de coopération avec les startups sur leur domaine d'action autour de la construction des autoroutes, etc. Et voilà, en disant ça, je n'ai pas répondu à ta question. Comment ça se passe chez Orange? Mais chez Orange, on fait un peu tout ça. Donc, on peut coacher les 4 cases. On a un programme de coopération avec les startups qui s'appelle les Orange Fab. On a un programme d'intrapreneuriat qui s'appelle l'Intrapreneur Studio. On n'a pas de programme de digitalisation parce que je pense que le digital est quasiment co-substantiel au télécom, donc on est digital native. Par contre, on a une division centrale innovation aussi de taille très importante, qui fait plus de 3000 personnes sur un groupe de 150 000 personnes. Et c'est dans cette division innovation que sont développés la 5G, des travaux sur les objets connectés, les réseaux de demain, des travaux sur les services financiers, puisque c'est une activité que Orange a développée aussi, etc. Ok. Et au niveau des tâches du coup qui en découlent de ton poste, est-ce que tu pourrais lui donner qu'on se fasse un peu une idée finalement, qu'est-ce que c'est que simplifier l'innovation dans les équipes? Qu'est-ce que tu fais au quotidien en fait? Alors, donc moi, mon job, c'est vraiment animer la communauté des 20 managers innovation en Afrique pour qu'ils développent des projets dans leur pays. Et donc, j'ai pour ça trois leviers. Le premier levier, c'est de les former à ce que c'est l'innovation. Donc, on appelle ça de les acculturer ou de faire des petits workshops sur les méthodes d'innovation. Donc, ça s'appelle le design thinking, le lean startup, le business model Canva. De leur donner des outils. Donc, on a rédigé un kit innovation. Comment mener un projet d'innovation depuis l'idée jusqu'à test client et l'exploitation par une business unit. Comment coopérer avec des startups. Tout ça, c'est dans le kit. Voilà, ça, c'est la partie outils, organisation, culture.
Et dans la culture, j'ai des témoignages de managers innovation du groupe ou de managers innovation de l'externe, souvent ayant des liens avec l'Afrique, qui viennent tous les 15 jours animer une émission de 2 heures qu'on appelle Radio Innovation. Le deuxième levier, c'est d'accompagner les managers qui le demandent localement sur leur projet. Donc, par exemple, j'ai pas mal travaillé avec le manager innovation du Mali sur une demi-douzaine de projets qu'il avait collectés auprès des salariés d'Orange Mali et sur lesquels on a appliqué les outils qui s'appellent Business Model Canvas et ensuite test de l'idée avec des clients. Et le troisième levier, c'est de se dire, c'est plus un levier de connexion. Donc, d'un côté, connecter ces managers innovation avec des startups qui pourraient apporter des choses pertinentes sur leur pays ou sur leur business, pour voir comment on peut co-créer ensemble. Donc, j'ai tout un travail de recherche de startups, de travail de l'écosystème, et qui est assez étendu. Et l'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique est un continent. Hein, donc, on ne peut pas raisonner comme si je faisais un travail sur l'écosystème français qui est un pays. Donc là, il y a 20 pays à regarder, plus des pays sur lesquels on n'est pas, sur lesquels il y a des startups pertinentes. Et dans ce travail de connexion, il y a aussi, bien sûr, connecter les managers des différents pays entre eux pour qu'ils présentent les projets qui ont réussi dans tel pays et pour qu'un projet qui a fonctionné en Tunisie, on puisse le reprendre et le développer en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, etc. D'accord. Et moi, j'aurais juste une petite question sur lorsque tu vas aider les managers donc localement. Est-ce que tu vas rentrer vraiment dans le détail, les aider à prioriser les différents projets d'innovation, challenger certains projets, ou tu vas rester dans un peu la strate du dessus, vraiment dans l'accompagnement sur les méthodes, où il y a vraiment un... On rentre dans le détail des projets. Hein, donc, lorsqu'on a pris la demi-douzaine de projets du Mali qui étaient remontés par les business units et les clients hein, et les employés, la première étape, c'est vraiment de collecter des idées. Quand on applique le business model Canva, qui est un outil qui en 9 castes permet de bien caractériser le projet, ses clients, son potentiel, comment on va fabriquer l'offre, etc. Tu fais une évaluation du projet en même temps, en fait. Donc, moi, je les guide sur les outils, mais je les aide à remplir le business model Canva aussi parce que j'ai un peu d'expérience sur la nature des projets, donc je les aide à le remplir. Donc, tu interviens en tant que coach et également expert avec tout ce que tu as déjà vu des projets d'innovation. C'est ça. Tu aides à cadrer l'innovation, ouais. Mais vraiment d'un point de vue aussi quand même, il y a un aspect de terrain sur ton métier. Voilà, tout à fait. Ok. Ça marche. Et donc, du coup, on a vu que tu avais... On peut appeler ça le coaching du manager innovation et le coaching du projet, en fait. Je suis au début, hein, simplement pour la phase business model Canva et puis maquettage du projet. Mais ensuite, ils prennent le relais lorsqu'ils choisissent de développer le projet. Et est-ce que, juste ça me fait venir avant de passer à la question de Guillaume, est-ce que tu es amené à... Est-ce que tu considères ces 20 managers comme 20 unités indépendantes ou il y a Orange a un intérêt de synchroniser certains projets d'un pays par rapport à l'autre? Comment ça se passe? Alors, typiquement, et je vais te donner un exemple pour ça, hein, lorsqu'on voit qu'il y a des idées qui remontent de différents pays et que finalement, ils correspondent à des besoins qui sont communs entre les clients de ces différents pays, on essaie de se dire, est-ce que la division centrale peut créer une plateforme qui serve à tous les pays? Là, il y a eu des idées qui sont remontées du Mali, du Cameroun, de Tunisie, pour permettre aux nouveaux clients Orange de s'identifier de manière complètement digitale et de souscrire un abonnement de manière complètement digitale. Au travers de leur smartphone, ils chargent leur carte d'identité, ils prennent un selfie. Il y a un outil qui compare la carte d'identité et le selfie qui dit OK, la carte d'identité est valable et c'est bien la bonne personne, donc elle peut souscrire.
Et à partir de là, nous, on peut lui télécharger une carte SIM virtuelle sur le téléphone et son abonnement Orange peut démarrer. Donc, c'est ce qu'on appelle de la relation client full digital, en fait. Et tu vois, là, on est bien dans de l'innovation locale parce que c'est des besoins qui sont remontés des pays. Et on voit bien le problème client que ça adresse. Hein. Ça lui permet d'éviter de se rendre en boutique. Et puis, dans les temps de crise qu'on connaît actuellement, d'éviter le contact humain, si on peut dire. D'habitude, on recherche le contact humain, mais là, d'éviter le contact humain. Donc, d'avoir un parcours client complètement safe d'un point de vue sanitaire. Et à un moment donné, par contre, on voit que le besoin, il peut être mutualisé entre les différents pays. Donc, on a développé un module qu'on appelle SDK avec un partenaire qui est spécialiste de la reconnaissance de pièces d'identité. Et ce module, il pourra être utilisé par tous les pays qui voudront mettre en place cette digitalisation de la relation client. D'accord. Ok. Donc oui, Ok. un pour tous, tous pour un, ou plutôt tous pour un pour tous, quoi. Non, parce que je pose cette question parce que je sais que c'est un problème dans certaines entreprises que l'innovation vient un peu de plein d'endroits différents et on aboutit finalement à plusieurs choses qui sont refaites encore et un manque de communication et du coup un besoin de synchroniser toutes ces équipes innovantes. D'accord. Bah, du coup, c'est fait aussi à l'échelle internationale. Ouais. Du coup, donc, question suivante, un peu plus sur le fait que tu as écrit aussi un livre à côté de toute ta carrière dans l'innovation chez Orange. Donc, tu as écrit un livre qui s'appelle The Entrepreneur's Factory, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre au fil de ta carrière? Est-ce que tu as vu différentes choses que tu voulais genre, justement mettre sur papier? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu l'envie d'écrire ce livre pour donner des conseils aux entrepreneurs et aux acteurs de l'innovation dans tout le monde? Alors, il y a une version française qui s'appelle La Fabrique des Intrapreneurs. Mais c'est vrai qu'au départ, je l'ai écrit en anglais parce que j'ai tiré pas mal de matière de mon blog qui s'appelle rapidinnovation.fr et il est écrit en anglais. Et donc, au départ, ça s'est fait comme ça. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que pendant les 3 ans où j'ai créé et animé le programme Intrapreneur d'Orange, j'ai rencontré pas mal de managers innovation, de managers intrapreneuriat qui voulaient monter leur programme ou qui se posaient des questions, qui avaient envie d'échanger. Et je me suis rendu compte que je parlais toujours un peu des mêmes points. Et à un moment donné, j'ai écrit ou j'ai couché sur papier ces points. Et il y en avait 10. Et donc, c'est devenu la première partie du livre qui sont les 10 étapes pour créer un programme intrapreneur. Et puis, définir la raison d'être du programme, définir la proposition qu'on fait aux salariés, comment on implique des sponsors, les business units, quel est le processus, etc. Et puis, la dimension sociétale que peut avoir le programme. Et alors, je dirais la deuxième raison, c'est que la première raison, c'est que je me suis rendu compte que j'avais déjà un guide pratique entre les mains, puisque c'est un peu ça que je pratiquais oralement, quoi. La deuxième raison, c'est que l'intrapreneuriat, c'est un programme d'innovation, mais c'est un programme à dimension humaine vraiment formidable. Et j'ai eu envie de partager ça. Et la deuxième partie du livre raconte 20 parcours d'intrapreneurs d'Air France, de la RATP, de BNP Paribas, etc. Et à chaque fois, ils expliquent bien sûr le type de business qu'ils ont développé, le type de service, mais ils expliquent ce qu'ils ont appris humainement, quel a été leur développement personnel. Et sur toutes ces histoires, c'est une vraie réussite, même si le chemin n'est pas toujours facile, ils en gardent un excellent souvenir. D'accord. Et du coup, justement, sans forcément tout nous raconter, sinon le livre aurait plus intérêt, est-ce que tu aurais une success story parmi les 20 que tu as mis dans ton livre à nous raconter ou brièvement pour voir un peu quel genre d'histoire on a dans ton livre et c'est quoi les différentes histoires humaines d'entrepreneurs? Moi, j'aime bien la success story de Air France. Bon, alors Air France maintenant est touchée par la crise, mais avant ça, le projet Intrapreneur
travaillait sur le rebooking des places. C'est-à-dire que quand quelqu'un a besoin de prendre un avion et qu'il est complet, de voir s'il y a des gens de l'avion qui sont prêts à céder leur place pour prendre un autre avion, quitte à avoir une compensation. Et donc ça, c'est un projet qui est né avec deux intrapreneurs d'Air France qui ont bâti un logiciel permettant de gérer ça, travaillant sur la base de données Air France de clients. Donc on voit l'avantage de créer sa startup en interne, c'est qu'on peut accéder à des ressources auxquelles une startup ne pourrait pas accéder. Et puis, ils ont fait la preuve de valeur de leur service. Et à un moment donné, s'est posé la question, mais ce business, bien sûr, qui peut intéresser d'autres compagnies aériennes. Et Air France a accepté de sortir cette activité, qu'elle devienne une start-up externe. Ils ont créé un process nouveau pour investir dans la start-up externe. La business unit qui devait investir n'avait pas cette flexibilité au départ. Et puis, ben voilà, le service s'est créé et a augmenté ses clients au-delà d'Air France. Donc, je trouve que c'est une belle histoire qui montre à la fois la pertinence et la détermination des intrapreneurs, mais aussi la capacité à s'adapter et à se transformer de l'entreprise. Et puis, la responsable intrapreneur de Air France, Marine Gall, est une super donc voilà, ça aide aussi. C'est vrai que clairement, monter son projet, son entreprise et le voir grandir à tel point que finalement il devient une entité externe à tout ce que c'était au départ, ça être quelque chose de. Enfin, c'est une belle histoire et c'est quelque chose de, je pense, très beau quand on voit l'affinité de l'objet, quand on voit de quoi il part, c'est très intéressant. Grégoire, je te laisse peut-être sur la prochaine question. Ouais, on aimerait passer au thème assez actuel du Covid. Là, on est en plein dans la seconde vague. Et avec les étudiants de Centrale Supélec, on se demandait tous comment ça se passe, l'innovation en temps de crise, comment vont évoluer les budgets alloués à l'innovation, pardon, et le thème de l'innovation en temps de crise plus généralement. Ouais. Si vous avez quelques mots à en dire général et peut-être en particulier Alors, chez Orange. sur la notion des budgets, je pense que ça dépend pas mal des entreprises. Les entreprises qui sont très impactées par la crise, comme celles autour du tourisme, de la culture, des voyages, etc., doivent forcément réduire des budgets drastiquement. Et les budgets qui ne rapportent pas immédiatement, si telle est telle innovation chez eux à ce moment-là, peuvent être impactés. Ou alors, ils peuvent demander à l'innovation de retravailler dans une direction beaucoup plus rapide. Et c'est ma deuxième remarque, c'est que créer une innovation, ça demande d'apporter un produit qui soit meilleur par rapport à ce que tu utilises. Ça demande que tu le connaisses, donc que tu saches qu'il existe avec un bon marketing. Mais il y a toujours une inertie par rapport à ta routine habituelle pour te faire changer te faire changer de solution, pour te faire changer de produit, pour te faire changer de service. Eh bien, l'opportunité des temps de crise, c'est que tu as un gros vecteur de changement quand même. C'est que par exemple, sur tout ce qui est online, c'est évidemment une accélération favorisée par la crise. Donc, pas mal d'entreprises, je pense, peuvent se tourner vers leur direction innovation en disant réorientez vos efforts, vos budgets innovation sur comment utiliser les canaux digitaux que réclament les clients pour pouvoir maintenir la relation avec nos clients, pour pouvoir continuer à vendre, pour pouvoir continuer à se faire connaître, pour pouvoir continuer à les soutenir. Donc, je pense que de premier abord, la crise a un impact, peut avoir un ressenti négatif. Mais si on se dit, utilisons la crise pour accompagner le changement de comportement client, et là, le changement de comportement client, il crie les yeux, c'est le digital. Hein, dans toutes les crises, c'est pas ce cas-là, mais là, avec le confinement, c'est le digital. Comment faire transiter notre business sur le digital et comment accélérer cette transition si on veut maintenir un chiffre d'affaires. D'accord, donc on pourrait imaginer une réallocation du budget alloué à l'innovation long terme
sur le court terme, en se disant Oui. il faut absolument s'adapter. Et est-ce que c'est courant de voir certains projets leurs finances frisées comme ça assez drastiquement? Est-ce que c'est Alors, possible de passer comme ça on arrête pour l'instant et on en ah, reviendra plus tard? ça rejoint la dernière question de l'interview, qui est de dire comment les processus d'innovation ont évolué dans le temps. Aujourd'hui, un projet d'innovation qui se repose pas de la question de la pertinence de sa proposition, hein, de son produit-service, je dirais tous les 3-4 mois, il est plus dans l'air du temps. Ça fait maintenant une bonne demi-douzaine d'années que les approches qu'on appelle Lean Startup, Design Thinking, en lien avec le manifeste agile, c'est-à-dire de l'innovation en cycle court. C'était le cœur de ma thèse professionnelle, et ma thèse, elle remonte à c'était 2010. Donc, c'est il y a 10 ans, tu vois. Il y a 10 ans, on disait, pour organiser l'innovation en entreprise et l'accélérer, il faut innover en cycle court, c'est-à-dire ne pas prendre plusieurs années pour développer un produit et ensuite aller le tester sur un marché. Au contraire, prendre peu de temps pour développer un produit partiel, même peut-être une maquette de produit, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui fonctionne, mais c'est quelque chose qui donne l'impression de fonctionner, et pour pouvoir les tester auprès du client, recueillir les insights et ensuite améliorer, voire pivoter. Donc, cette agilité sur la remise en cause, c'est maintenant, je pense, dans l'ADN de l'innovation moderne. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce que des budgets d'innovation soient réalloués dans une autre démarche. Et aujourd'hui, ça me paraît tout à fait naturel de se dire, je revois tous mes projets d'innovation et je regarde ceux qui contribuent à la digitalisation de l'entreprise, au fait que l'entreprise puisse maintenir son business avec le digital. Et puis ceux qui n'y contribuent pas, peut-être que je les mets en suspens et je réaffecte mes ressources sur cet aspect digitalisation business, hein, qui demande de l'innovation. C'est-à-dire que pour recréer une expérience sur le digital comparable à celle que les clients connaissent autrement, donc dans la vraie vie, entre guillemets, offline, ça demande de la créativité, ça demande de l'innovation. Il ne s'agit pas simplement de digitaliser le processus existant, il s'agit de le réinventer sur le digital. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Du coup, on a parlé de la crise du Covid. On va continuer dans la même fibre avec, pas une autre crise, mais un autre thème hyper actuel qui est le changement environnemental et tout ce qui se passe. Et notre question que beaucoup de gens, en fait, on a préparé des questions, nous deux, on les a triées, mais on avait aussi de base toutes les questions qu'on avait mises en groupe de tous les étudiants de la filière en avant. Et le thème qui revenait le plus souvent après souvent la crise et la crise du Covid, c'était l'impact environnemental, comment il était pris en compte dans tous les projets d'innovation et dans tout ce que vous faites dans toute l'innovation et l'entrepreneuriat. Alors du coup, on va vous poser la question pour Orange en général, comment vous voyez ce changement climatique dans vos projets et même, je pense qu'il faut rajouter dans les télécoms en particulier, qu'est-ce que c'est que l'impact environnemental dans les télécoms? Voilà, le visualiser, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que les entreprises comme Orange peuvent essayer de se démarquer en contribuant à l'effort environnemental? Alors, d'abord, la préoccupation environnementale et sociale, hein, donc nous on appelle ça préoccupation sociétale pour combiner les deux. Donc il y a l'environnement, mais il y a aussi les gens, parce que immédiatement les problèmes d'environnement vont avoir des impacts sociaux sur des gens qui habitent des territoires qui vont être inondés à cause de la montée des eaux ou des choses comme ça, tu vois. Et puis on a aussi des gros changements démographiques qui nous attendent, hein, avec la croissance des populations en Afrique notamment, qui fait que il va falloir aussi gérer tout à fait ces déséquilibres démographiques qui vont se créer dans les 50 prochaines années. Il faut que tu imagines qu'une capitale en Afrique, d'un pays en forte croissance comme le Nigeria, Lagos, elle fait plus de 10 millions d'habitants. Elle fait 4 fois la taille de Paris. Donc, on est dans des dimensions dingues, quoi.
Et donc, voilà. Donc, ça, on l'a très bien vu au travers, j'en parle dans mon bouquin, j'en ai fait un chapitre dédié sur l'impact sociétal. On l'a très bien vu monter au travers des programmes intrapreneurs. Pourquoi? Puisque les programmes intrapreneurs sont des programmes bottom-up qui reposent sur les idées des salariés. Et les salariés, ils ne vivent pas avec des œillères. Ils ne sont pas d'un côté salariés et de l'autre côté citoyens. Ils sont citoyens tout le temps. Et donc, les idées qu'ils ont proposées à leur entreprise, souvent, sont venues avec un impact sociétal dans la proposition de valeur. Alors, il y a des entreprises qui ont clairement formalisé ça et il y en a 3 qui sont illustrées là-dessus, qui sont la BNP Paribas avec Danone et Engie, qui ont créé une partie mutualisée de leur programme intrapreneur entre des intrapreneurs Danone, BNP Paribas et Engie. Ils ont une sélection des projets qui sont tous à impact sociétal. Donc, ça s'appelle Intrapreneur for Good. Les entrepreneurs sélectionnés sont des 3 entreprises sont réunis et suivent une partie commune du cursus. Et le lancement de cette saison a été parrainé, sponsorisé par les 3 DG à l'époque des 3 entreprises. Chez Orange, Stéphane Richard, le patron d'Orange, a aussi pris à bras-le-corps cette problématique. Il l'a inscrit dans la raison d'être d'Orange et dans le plan d'Orange quinquennal, Engage 2025. Tout le monde dit Engage 2025, mais on devrait peut-être dire Engage 2025, mais bon, voilà. Il y a une dimension sociétale importante. Il y a une dimension à la fois de responsabilité, Orange se positionnant comme quelqu'un qui donne les clés du numérique à ses clients, mais de manière responsable. Ça induit notamment la protection autour des données privées. Et puis, si on revient sur l'environnement, dans Engage 2025, il y a une logique de réduction de l'effet carbone pour arriver à un objectif de neutralité carbone. Là, Stéphane Richard dit souvent le numérique est une petite partie du problème, mais c'est sûrement une grande partie de la solution. Donc, petite partie du problème parce que les data centers numériques contribuent à de la consommation énergétique qui contribue à de l'effet carbone négatif. Mais c'est une petite partie de l'effet carbone. Et par contre, en complément de cet objectif carbone neutre, Orange mène des actions de type, en ce moment, on accueille le recyclage des terminaux mobiles partout en France pour justement lutter contre l'obsolescence programmée ou au fait que les gens jettent leur téléphone mobile ou que ça reste dans des placards, etc. Donc, on recueille leur téléphone mobile pour pouvoir ensuite les recycler dans la chaîne de fabrication et récupérer les composants, etc. Donc, il y a là une approche top-down, générée par le top management pour encourager pour prendre des objectifs au nom de l'entreprise et encourager les salariés à être force de proposition là-dessus. D'accord. Et merci déjà pour cette réponse assez complète. Ça m'a fait penser à, quand on pense télécom, moi je pense tout de suite à la 5G. Et j'ai vu que certains détracteurs de la 5G disent que ça a un impact environnemental négatif, certains disent le contraire, que c'est durable. Quelle est ta vision sur ça? Et est-ce que du coup, l'essor de la 5G, ça rentre un peu dans l'effort d'Orange pour avoir un impact sociétal et environnemental positif? Oui, alors là, tu trouveras des meilleurs spécialistes que moi sur la 5G. D'abord, je comprends que, comme je le disais, les gens sont citoyens, donc nouvelle technologie. Maintenant, ils ont un peu le réflexe de se poser la question quel bénéfice va-t-on avoir, quel est l'impact de cette technologie sur l'environnement, etc. Ce que j'ai compris, moi, c'est que la 5G, elle n'a pas été faite en se disant on va consommer plus d'énergie et on va être moins efficace que la 4G. Généralement,
c'est pas dans ce sens-là qu'on fonctionne, hein. Donc, la 5G, elle est conçue pour avoir une productivité bien meilleure que la 4G. Et puis, elle est indispensable, entre guillemets, pour accompagner l'évolution de toute une série de business en permettant la connectivité de ces business, donc des entreprises, et au travers de la connectivité des business, de permettre leur efficacité meilleure et une efficacité meilleure des entreprises dans leur productivité, c'est un impact moindre sur l'environnement naturellement. C'est moins de gâchis, c'est moins de pertes, etc. L'impact sur l'environnement, c'est aussi tout ce qui découle des déchets, des erreurs, voilà, qui sont pas recyclés dans le cycle économique. Ok, merci beaucoup. Et donc, du coup, même si tu as déjà répondu partiellement à la question, on peut la répondre si tu as d'autres éléments. Du coup, la dernière question, c'est l'innovation, c'est quand même un domaine qui est assez nouveau. Enfin, c'est un métier, sur l'innovation, c'est un métier qui n'existait pas forcément il y a 30, même 40 ans, même moins. Donc, du coup, comment ça a évolué depuis que ça s'est créé? Donc, comment tu as vu le métier d'innovation changer, les processus d'innovation changer? Et comment Orange ou les autres entreprises auxquelles tu étais avant se sont adaptées à ça et comment, on pourrait même se demander comment tu vois, en plus avec la situation actuelle qui est particulière, le futur de l'innovation chez les télécoms, chez Orange ou en général. Alors écoute, je vais répondre brièvement parce qu'effectivement, on l'a déjà abordé. On est passé de grands projets, je dirais, à connotation informatique, etc., qui duraient plusieurs années avant d'être exposés aux clients, à des projets beaucoup plus courts où on s'attache à finalement rester en interaction avec la cible de manière au moment où on lance, à avoir un produit qui soit en adéquation, qui tombe juste, on appelle ça le product market fit, mais voilà, qui soit dans la bonne tonalité. Et ça se passe par des cycles courts d'innovation. Et tout l'enjeu, c'est d'enchaîner ces cycles courts de manière régulière, évolution du produit, test client, itération, amélioration. Et finalement, on s'y fait. C'est-à-dire qu'au début, on est peut-être plus passionné par son produit, on a peut-être un peu peur d'aller voir les futurs utilisateurs parce qu'ils pourraient éventuellement être négatifs. Mais en fait, il vaut mieux recevoir ces retours ou ces réticences quand ça fait 2 mois que tu développes ton produit que quand ça fait 2 ans. Parce que quand ça fait 2 ans, tu es incapable de les entendre et de changer, en fait. Donc, vive les cycles courts d'innovation. Plus globalement, et voilà, ça sera ma conclusion, je pense que l'innovation, c'est passionnant parce que c'est une manière de construire l'avenir que tu souhaites. Voilà, Gandhi disait soit le changement que tu veux voir, l'innovation, c'est construire le futur que tu veux voir. À toi de développer, de coucher tes idées et puis de les transformer en réalité. Je crois que sur ça, on est très bien, ça finit en beauté notre petite interview. Du coup, merci beaucoup Nicolas, c'était un super échange avec toi. J'ai vraiment apprécié en tout cas qu'on puisse parler avec toi de l'innovation, l'entrepreneuriat, dans ta vie globale et au sein de chez Orange et plus globalement télécom et encore même plus globalement dans le monde actuel de l'entreprise. Et voilà, merci beaucoup. Hop, Merci beaucoup. Je coupe l'enregistrement là si tu veux, du coup, c'était juste pour avoir une fin.